Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Gaël Kanyeba et aujourd'hui avec l'équipe News, nous sommes déplacés à la Louvière. Nous allons rencontrer monsieur Faustin Kwakwa afin de débattre de la situation actuelle en RDC. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour les news. Ensemble, nous allons essayer de débriefer l'actualité en RDC. Alors, je vais tout de suite commencer par ma première question. Le 15 septembre dernier, monsieur Chio Kitundu a annoncé avoir trouvé un accord basé sur des concessions entre la majorité présidentielle et l'opposition. Alors, en tant que membre de l'ECD, nous aimerions un peu savoir quelle est la réaction de l'ECD. Êtes-vous satisfaite ? D'abord, je commencerai par dire merci à votre chaîne qui a bien voulu m'accueillir aujourd'hui. D'emblée, en parlant de ces fameux dialogues que le président Tshisekedi a qualifié de monologue, j'aurais bien voulu dire tout simplement que ça ne regarde pas. Mais quand même, par élégance politique, je veux répondre à ces questions-là. Vous faites allusion à ce que Che Okitundu a dit le 15 septembre et aujourd'hui nous sommes le 17. Fort dommage de constater qu'il n'y a pas eu d'accord. Parce qu'encore aujourd'hui, ils ne sont pas du tout arrivés à trouver un accord. C'est-à-dire que, au fait, il s'est précipité à annoncer qu'ils sont arrivés à un accord, mais en réalité, il n'y en a pas. Bon, est-ce que réellement il n'y en a pas, ou ce sont des prolongations qui sont en train de jouer pour donner l'impression à la face du peuple congolais que voilà, nous ne sommes pas du même camp, que nous discutons âprement pour arriver à trouver un compromis. Mais à notre niveau, nous pensons, nous, donc avec évidemment le rassemblement, ce qu'ils font là n'est que de la comédie. Ce sont des choses boutiquées d'avance pour nous faire croire qu'il y a vraiment des discussions, il y a donc, voilà, dans ces dialogues. Mais nous nous disons, d'abord, ces dialogues ne nous concernent pas. Et voilà, nous faisons remarquer que les 15, s'il a prétendu qu'ils avaient eu dialogue, au moins ce qui semble apparaître que nous voyons, nous trouvons qu'il y a encore des différences entre... Voilà, c'est quelque chose. Bon, bien que vous dites que ça ne vous regarde pas, entre-temps, il y a quand même eu, selon eux, un accord qui a été fait avec des concessions qui ont été faites en conséquence. Alors, dans ces concessions qui ont été faites, vous estimez qu'elles sont constitutionnelles ou pas ? Mais non, d'abord le dialogue lui-même, il est déjà anticonstitutionnel. Donc, qui nous présente les compromis auxquels ils sont arrivés, soit semble-t-il qu'ils acceptent, comme ils ont dit ça, tous sont unanimes que les élections ne pourront pas s'organiser maintenant là, comme prévu par la Constitution. Donc le 19, que la CENI puisse convoquer le corps électoral pour pouvoir organiser des élections au mois de novembre. Ils ont dit que ce n'est pas possible et qu'ils se réfèrent à ce scénario de la CENI qu'il leur faut 16 mois à un jour. Nous nous disons, là, nous sommes complètement en dehors de la Constitution. Et en tant que tel, aucun compromis qui peut être pris là-bas puisse être considéré pour nous comme étant constitutionnel. C'est tout à fait en dehors de la Constitution. Et nous disons non. Du coup, nous sommes dans une impasse. Alors, comment faire pour sortir justement de cette situation ? Parce que d'une part, il y en a qui affirment avoir trouvé réellement un accord, et vous dites que vous n'avez pas trouvé d'accord, que c'est une situation de monologue. Mais comment faire pour sortir de cette impasse ? Comment faire pour sortir de cette impasse ? Nous ne sommes pas dans l'impasse. Ceux qui sont dans l'impasse, ce sont ceux qui sont en train de chercher à trouver un compromis. Pour nous, nous attendons qu'on réalise le délai constitutionnel. Et si on n'organise pas les élections, il y a aussi quelque chose de constitutionnel. C'est-à-dire que le peuple puisse dire non à
un groupe d'hommes ou à un individu qui, de manière volontaire, intentionnelle, a refusé d'organiser des élections, ce qui est une trahison vis-à-vis de la nation. Donc que le peuple puisse dire non. Et puisque nous ne voulons pas de ça, alors que le peuple reprenne ce que nous appelons le pouvoir. Parce que le peuple a ce qu'on dit la souveraineté. Le souverain primaire, c'est le peuple, qui est même au-dessus de la Constitution, au-dessus de toutes les institutions. Puisque nous sommes en face de personnes qui ont voulu brader la République, de personnes qui ont cru qu'il leur était facile de pouvoir trafiquer la Constitution, c'est au peuple de pouvoir récupérer son pouvoir et le confier au moment venu à qui il voudra. Donc du coup, on doit conclure que vous et Sidé, vous fonctionnez comme si le dialogue n'avait jamais eu lieu. Pas du tout. Le dialogue pour nous n'a pas encore eu lieu. Parce que pour nous, le dialogue doit se tenir dans le cadre d'abord de la résolution 2277. Mais il faut qu'on puisse remplir les conditions qui favorisent un dialogue en bonne et due forme. Les conditions que le rassemblement a présentées au niveau évidemment du fameux facilitateur que nous avons d'ailleurs récusé. Donc la communauté internationale doit les savoir. Comment voulez-vous qu'on aille au dialogue alors que l'opposition est constamment réprimée? Comment voulez-vous qu'on aille au dialogue alors que dans les geôles de Kabila, il y a des acteurs politiques de l'opposition qui n'ont rien fait de mal, sinon que dénoncer la mauvaise gestion du pays, les atteintes multiples à la Constitution, et ces gens-là sont en prison. Comment pouvez-vous penser qu'on aille au dialogue? Puisque le dialogue signifie en fait créer un espace d'échange dans une ambiance, je peux dire, je ne parlerai pas de fraternité qui donnerait une connotation chrétienne, mais je parlerai tout simplement dans un espace de liberté, de confiance réciproque. Du moment où ces conditions-là ne sont pas remplies, le dialogue est sans objet et ne peut pas se tenir. C'est ça notre position. Et alors, à l'heure actuelle, quelle est la ligne directrice de l'ECD? À l'heure actuelle, la ligne directrice de l'ECD est celle du regroupement dans son ensemble. Nous disons non à ces dialogues de Kojo et de M. Kabila. Donc, oui au dialogue tel que l'a voulu nous a conseillé l'ONU, donc selon la résolution 2277. Et pour que cela se fasse, il faut évidemment, comme je viens de le dire, qu'on respecte les conditions que nous avons demandées, qui ne sont pas, je dirais, une complaisance, qui ne sont pas une manière de faire monter le surenchère, mais qui sont des conditions tout à fait normales liées à tout dialogue qui se tient quelque part. Alors, maintenant, aujourd'hui là, étant donné qu'ils ont tergiversé, étant donné que les échéances constitutionnelles sont atteintes, aujourd'hui, le CIDD, nous avons présenté un préavis à la CENI pour dire que les 19, vous devez convoquer le corps électoral. Et si la CENI ne convoque pas le corps électoral, la communauté internationale, la communauté nationale doit prendre, je dirais, ses responsabilités. Pour ce qui nous concerne, donc, la communauté nationale, donc le peuple congolais, le préavis étant donné, nous attendons le 19 décembre comme dernier jour de M. Kabila en tant que président de la République du Congo. Je voulais un peu en profiter là-dessus pour dire, il y en a qui disent, mais pourquoi vous attendez alors que vous savez très bien que Kabila ne va pas organiser les élections, alors vous attendez que le 19. Nous sommes dans une perspective, je dirais, démocrate et constitutionnelle. Nous reconnaissons ou nous l'acceptons comme président du Congo, même si les élections qu'on a organisées en 2011 ont été faites dans des conditions désapprouvées par tout le monde. Mais puisqu'il est président de fait, nous voulons respecter
l'échéance constitutionnelle jusqu'au dernier jour. Sinon, on va nous accuser d'avoir fait un coup d'État. Vous comprenez? Nous ne sommes pas partisans d'un coup d'État. Nous déposons un préavis et nous attendons les 19, qui est le dernier jour de sa prestation comme président de la République. Et dépasser ces jours-là, fini. Pour nous, il n'est plus président de la République. Et le 20, il n'y a pas de coup d'État parce que c'est un homme, un citoyen comme quiconque. Voilà l'intelligence de cette démarche que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Justement, le 19 septembre, donc demain, il y a des actions qui sont menées un peu partout en RDC devant la CENI, vous connaissez mieux que moi. Mais la question qu'on aura à vous poser, c'est que par rapport à l'ECD Benelux, nous avons entendu dire qu'il y a une marche qui est organisée demain à l'ambassade du Congo, à partir de 13h, par une manifestation qui est faite par des Congolais ordinaires. Nous avons un peu voulu savoir, et vous, ECD, quel est le rôle que vous allez jouer dans cette marche? C'est-à-dire qu'il n'y aura que cette marche-là où vous allez faire par après d'autres marches, éclairez-nous un peu. Oui, donc ce qu'il faudra retenir, c'est le fait que le rassemblement à partir du Congo a pris position, d'ailleurs je viens de le dire, et il a demandé au peuple congolais de pouvoir agir pour montrer justement que ce qui est dit par le rassemblement n'est pas que l'affaire de ces partis politiques qui sont réunis autour du rassemblement. Mais c'est un problème du Congolais en tant que tel. C'est un problème de la population congolaise et du peuple congolais qui ne peut pas accepter que la Constitution qui a été votée à plus de 80% en 2006 par tout le peuple congolais puisse être mise en cause par un groupe d'hommes qui cherchent à pérenniser tout simplement leur pouvoir. Alors, le rassemblement a demandé au peuple congolais de pouvoir manifester, exprimer son mécontentement. C'est dans cet esprit, cet appel étant aussi adressé à la diaspora, nous, ECD, nous répondons à cet appel. Donc, nous allons nous mettre devant l'ambassade pour manifester justement, exprimer notre non au changement, à tout ce qui est en train de faire, de se faire au Congo qui porte atteinte à notre constitution. Quel est l'effet de cette manifestation? Vous savez, il faut rappeler évidemment que nous sommes engagés dans une lutte pour la démocratie et en tant que telle, une lutte non violente. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on milite pour la démocratie et qu'on puisse être soi-même de belliqueux. Et les sit-ins, le marche, la ville morte, ce sont là des démarches démocratiques qui dénoncent en face du monde tout ce que nous n'acceptons pas. Le fait, mais c'est celui-là que la communauté internationale puisse prendre conscience par les nombres, je suis sûr qu'il y en aura, important de Congolais qui seront devant cette ambassade, que mais voilà, les Congolais ne veulent pas de ce qui se passe au Congo. C'est un discours, c'est un message, c'est un langage. Et ce langage-là doit interpeller quiconque voit les Congolais manifester à travers le monde, que la majorité des Congolais n'est pas d'accord avec ce qui se fait au Congo. Puisque vous le savez, nous avons exigé qu'il y ait un panel international pour faire la facilitation du fameux dialogue qui devait se tenir. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que tous ceux qui suivent encore les choses se sont bien rendus compte. Rien qu'à voir le cahier des charges après le dialogue préparatoire, c'est qu'on a réservé comme tâche à ce groupe que nous avons appelé groupe de facilitation, le panel. On s'est bien rendu compte que Kojo et le pouvoir en place sont en intelligence. Ils ont réduit, vraiment réduit à sa simple expression le rôle du panel. Donc maintenant pour nous c'est une occasion de pouvoir rappeler à toute la communauté internationale que ce que nous avons dit, le ce pourquoi nous avons voulu qu'il y ait un panel de facilitation et non pas un panel qui accompagne un facilitateur, que cela était important. Cela était important.
Donc que le Congolais puisse venir manifester en faisant ses sit-ins devant l'ambassade du Congo, c'est donc une manière de faire passer ce message qui est important. Et que si jamais demain tout le peuple descend dans la rue, que tout le monde puisse en savoir les causes, les tenants et les aboutissants. C'est donc ça l'essentiel et l'importance de ce que nous allons faire lundi. Et d'ici là, avant le 19 décembre, d'autres actions sont prévues? Non, d'ici le 19 décembre, d'abord nous posons ces gestes-là, du 19 septembre, donc c'est lundi, et puis on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Parce que les actions, il faut toujours les mettre en corrélation avec ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est posé comme acte, qu'est-ce que ça nécessite comme réaction de notre part? Mais nous savons que nous avons ce qu'on appelle un terme ad quem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser. C'est le 19 décembre, M. Kabila n'est plus président du Congo et il doit impérativement quitter le pouvoir. C'est ça, pour nous, le terminus ad quem. Une question par rapport à M. Vital Kamerhe. Il a un peu été traité de tous les noms par toute l'opposition, par ses confrères de l'opposition, mais il est finalement parvenu à arriver à un accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est digne de confiance? En répondant à la première question, je vous ai fait remarquer que jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord. Que M. Vital Kamerhe soit traité de tous les noms, mais je me dis que par l'opposition, s'il a été traité de tous les noms, ce n'est pas de manière hasardeuse. À mon avis, je me dis que c'est à juste titre. J'aurais bien voulu, avant pour répondre à cette question, faire des petits rappels. Vous savez, nous avons tenu ici, en Belgique, à Genval, la rencontre de tous les opposants politiques convoqués ou par le président Etienne Tshisekedi. À cette rencontre, la dynamique de l'opposition a été représentée. Et ceux qui sont venus, entre autres le président Martin Fayulu, ils ont été mandatés officiellement par la dynamique de l'opposition. Je faisais partie du groupe de la dynamique qui participait à ces rencontres. J'ai été là pour discuter sur ce qu'on ramenait au niveau du groupe final qui discutait pour que finalement on arrive à la déclaration qui a été dite, déclaration de Genval. Je sais que chaque fois que ce groupe qui est venu du Congo devait prendre position, il s'est référé à ceux qui étaient restés à Kinshasa. En ce moment-là, Vital Kamerhe était ici en Europe. Nous avons essayé de joindre Vital Kamerhe. D'abord de chercher comment les joindre. Nous avons obtenu ses numéros de téléphone. On a essayé de l'atteindre pour lui demander de venir en Belgique où se tenaient les assises de Genval. Mais il était complètement injoignable. Ça, c'est de 1. Quand la réunion termine et qu'on fait la déclaration sur la déclaration de Genval, Vital Kamerhe prétend que ceux qui sont venus n'ont pas été dans les cadres de la mission qui leur a été confiée. Et pourtant, je vais vous le dire, avec ma main sur le cœur, quand les groupes dynamiques de l'opposition arrivent en Belgique pour les assises de Genval, l'UDPS n'a pas un programme clair et fixe sur le travail qu'on devait faire. L'UDPS n'impose rien comme, je dirais, une ligne de conduite. C'est au fil des discussions qu'on arrivera à trouver d'abord le plan de ce qu'on devait traiter à Genval. Et, in fine, ce qui sort de Genval n'est rien d'autre que ce que la dynamique de l'opposition demandait et exigeait, donc le respect de la Constitution, qu'on ne peut pas bouger cette Constitution, que le président Kabila ne peut pas glisser,
les dialogues selon l'esprit 2277. Voilà ce qui a été dit à Genval. Malgré qu'on ait dit, fait remarquer à Kamere que tout ce que nous, comme dynamique de l'opposition, revendiquions, revient dans la déclaration de Genval, Kamere a cherché à torpiller même les travaux des dynamiques de l'opposition. Il n'y allait pas, il ne faisait que dénoncer ce que les autres ont fait. On dit, mais sur quoi êtes-vous en désaccord avec Genval? Parce que l'essentiel du contenu de Genval est justement dans la ligne de la dynamique de l'opposition. J'ai suivi Kamere s'adressant aux gens, aux membres de son parti. Il voulait prendre à partie ceux qui sont partis à Genval à partir du fait que dans la déclaration de Genval, l'article 64 n'a pas été repris. Cet article 64 de la Constitution demande qu'on puisse inviter la population à descendre dans la rue au cas où le pouvoir en place dépassait les limites constitutionnelles. Vous dites aujourd'hui que voilà, M. Kamere est arrivé à des accords. Mais quels sont ces accords? Puisque M. Kamere, dans le dialogue, aujourd'hui, contrairement à ce que les rassemblements est en train de faire, conscientisant la population pour se prendre en charge et dire non, donc ce qui implique la descente dans la rue, lui devient le premier à s'opposer à ça, en disant que voilà, il y en a qui ont commencé par faire la guerre pour arriver au dialogue. Moi, je me suis engagé parce que pour éviter la guerre. Mais quelle duplicité! Quelle duplicité! Je n'ai pas envie d'entrer dans une sorte de polémique, mais j'aime plus parler de la vérité. Parce qu'au Congo, on a l'impression que quand on fait de la politique, tout m'est permis. Mais non. M. Kamere a été dans une faculté des sciences politiques. Je fais aussi des sciences politiques. Et jamais, quelque part dans des facultés des sciences politiques, on a vu des gens, à part, évidemment, souvent je relève cela, le fameux écrit du philosophe qui date de longtemps, Machiavel, qui en fait qui a été souvent mal compris, d'ailleurs mal interprété, puisque dans ce que Machiavel dit dans son livre Le Prince, il est en train de faire une sorte de satire vis-à-vis de la société à l'époque, mais les gens reprennent ça de manière tout à fait tordue, croyant que c'est les conseils que Machiavel donne quand on fait de la politique, il faut user du mensonge, de ceci, de cela. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est pour dire qu'au Congo, on croit que faire de la politique, c'est toujours tromper quand on le veut, sans état d'âme, sans une certaine éthique. Mais la politique exige une certaine éthique. La politique, c'est vraiment, c'est l'usage, la recherche de solutions pour la gestion des choses de la communauté. Donc vous estimez que Vital Kamerhe n'a pas été honnête? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a compris finalement que tous ceux qui ont accusé Vital Kamerhe d'être de connivence avec le pouvoir, quand on regarde en 2011, quand on regarde en 2015 avec la marche, les manifestations de la population, alors qu'il n'a pas été mandaté par qui que ce soit, il a désamorcé, Vital, la dynamique de la population congolaise qui voulait en découdre avec le pouvoir en place. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que ceux-là n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort de les traiter vraiment de traîtres. C'est assez intéressant ce que vous dites. Hein. Donc, pour rester juste dans cette optique-là de manque d'honnêteté de Vital Kamerhe, je vais vous citer mot pour mot des choses qu'il a dites récemment. Alors, il a dit « Aujourd'hui, à l'instar de Nelson Mandela, taxé de traître pour avoir préféré, une fois sorti de la prison, négocier au lieu de mener des actions punitives contre l'Afrikaner, j'ai choisi le dialogue et révèle, je caresse le rêve d'arriver à donner au président Kabila l'occasion de partir sans tirer un seul coup de feu. » Mais quand d'abord se dire qu'il a choisi à l'instar de Nelson Mandela de choisir les dialogues, je pense que le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Et cette façon de se prendre
comment l'héros du Congo, c'est ça justement qui fait malheureusement tort à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe croit que le destin du Congo ne pourra se lire que à travers lui, par lui et avec lui. En fait, le problème de Vital, c'est quoi? Même quand je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure sur les accords de Genval, c'est un homme qui aime être en exergue. Je vais vous citer un cas. Il y a quelques années, on a mis sur pied ce qu'on a appelé la coalition Sauvons les Congo. L'initiative a été prise alors que Vital était où? Au Congo. Il y a eu les CIDE, il y a eu son parti, il y a eu la société civile. J'étais à Kinshasa. Vital revient la veille de la signature des actes de Sauvons les Congo. Quand il vient, tu sais qu'est-ce qu'il propose? Alors que Ewanga, son secrétaire général, est là-dedans, Martin Fayoulou est là-dedans, et le représentant de la société civile est là, qui devait représenter les 3 entités pour signer. Vital dit, en plus de Ewanga, il fallait que lui signe. Il devait signer en quelle qualité? On dit, mais si Ewanga signe, toi tu ne peux plus signer. Soit tu demandes à Ewanga de ne plus signer, comme ça toi tu prends sa place. Le jour où on signe, on se met d'accord qu'on signe, le journal de son obédience fait sortir Vital comme l'autorité morale de quoi ça? De Sauvons les Congo. Le problème de Vital, c'est ça. Même quand on met sur pied la dynamique de l'opposition, Vital se fait sortir comme l'autorité morale de la dynamique de l'opposition. C'est ce combat-là. Vous comprenez? Cette soif d'être toujours premier parmi ses pairs. Alors que là, il trouve des gens qui lui disent, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas à te prévaloir. Le fait qu'il soit venu 3e aux élections en 2011, il croit que ça lui donne privilège sur les autres. Mais les élections de 2011, si on doit faire les sondages aujourd'hui, si tu as eu je ne sais pas combien de pourcentage de voix, ne signifie pas que ça te met dans une attitude de permanence au niveau de la domination. Parce qu'en 2011, j'ai eu, admettons, lui, 9%, que si on organise des élections aujourd'hui, il aura encore 9%. Donc ça ne te donne pas un statut pour que tu puisses le prévaloir, te croire toujours au-dessus des autres. C'est ça le problème de Vital. Alors s'il dit qu'il est Vital, comment, un Mandela, c'est qu'on lui reproche. Quand nous sommes rentrés de Genval, nous nous sommes mis ensemble. Nous voulions étudier tous ensemble des voies et moyens pour répondre aux autres. Pourquoi tu t'es isolé? Pourquoi tu t'es rendu injoignable? Pour que finalement tu puisses décider en solo, aller et puis demander aux autres de te suivre. Mais tu te prends pour qui? C'est ça la vraie question. Donc c'est lui-même qui se sent jouer ce rôle-là de Mandela. Il n'a qu'à trouver son plaisir là-dedans. C'est pas moi qui vais le lui attribuer. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà, merci beaucoup. Je suis content d'avoir répondu à vos questions. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à tous, c'était Fatima Eva à la caméra et Gal Kanyeba au micro. Merci beaucoup.